Vous avez toujours rêvé d'apprendre l'hébreu sans avoir à vous déplacer. L'Écluche crée un ulpan en ligne. Vous avez toujours rêvé d'apprendre l'hébreu sans avoir à vous déplacer. L'Écluche crée un ulpan en ligne pour vous. Apprenez à lire, écrire, parler, comprendre l'hébreu en classe virtuelle, en petits groupes, de façon ludique et dynamique. Débutant ou avancé, l'ulpan en ligne de l'Écluche est fait pour vous. Inscrivez-vous vite. מהאולפן המקוון, אני לומד עברית מהר ובכיף. Avec le soutien de la Fondation Adélis, inscrivez-vous sur www.ecuche.fr. L'espace culturel et universitaire juif d'Europe est le principal centre d'enseignement de l'hébreu en Europe. Bonjour, je vous présente le prochain MOOC intitulé Archéologie et Bible qui portera sur les relations entre ces deux domaines au cours des 19e et 20e siècles. Mais bien plus que cette confrontation entre Bible et archéologie, je crois que le terrain peut-être le plus fertile de ce MOOC, c'est de pouvoir se confronter au contexte culturel, mémoriel, religieux qui explique aussi la création de l'État d'Israël et qui participe donc à une meilleure compréhension de l'écriture de l'Israël contemporain. Ce MOOC se déroulera au cours de 6 séances d'1 heure, au cours desquelles vous aurez à disposition de nombreux outils documentaires. Le MOOC en lui-même possédera un support visuel abondant à travers des photos, des gravures, des plans, des cartes centrées autour des grandes figures qui, au cours des 19e et 20e siècles, ont marqué l'histoire de la redécouverte de cette Palestine ottomane, puis donc de la création de l'État d'Israël. Il y aura également d'autres ressources qui vous permettront de suivre et d'interagir entre vous à travers un forum et également avec moi. Il y aura donc des temps de sessions live où vous pourrez poser vos questions et où je vous répondrai. Tout cela s'ancrera à travers des méthodes d'évaluation qui vous permettront au final de recevoir une attestation pour le suivi de l'ensemble de ce MOOC. Je vous dis donc à très bientôt pour ce cours en ligne Archéologie et Bible.
Vous avez toujours rêvé d'apprendre l'hébreu sans avoir à vous déplacer? L'Écuche crée un Ulpan en ligne pour vous. Apprenez à lire, écrire, parler, comprendre l'hébreu en classe virtuelle, en petits groupes, de façon ludique et dynamique. Débutant ou avancé, l'Ulpan en ligne de l'Écuche est fait pour vous. Inscrivez-vous vite. באולפן המקוון, אני לומד עברית מהר ובכיף. Avec le soutien de la Fondation Adélis, inscrivez-vous sur www.ecuche.fr. L'espace culturel et universitaire juif d'Europe est le principal centre d'enseignement de l'hébreu en Europe.
Bonjour, je vous présente le prochain MOOC intitulé Archéologie et Bible qui portera sur les relations entre ces deux domaines au cours des 19e et 20e siècles. Mais bien plus que cette confrontation entre Bible et archéologie, je crois que le terrain peut-être le plus fertile de ce MOOC, c'est de pouvoir se confronter au contexte culturel, mémoriel, religieux qui explique aussi la création de l'État d'Israël et qui participe donc à une meilleure compréhension de l'écriture de l'Israël contemporain. Ce MOOC se déroulera au cours de 6 séances d'1 heure, au cours desquelles vous aurez à disposition de nombreux outils documentaires. Le MOOC en lui-même possédera un support visuel abondant à travers des photos, des gravures, des plans, des cartes centrées autour des grandes figures qui, au cours des 19e et 20e siècles, ont marqué l'histoire de la redécouverte de cette Palestine ottomane, puis donc de la création de l'État d'Israël. Il y aura également d'autres ressources qui vous permettront de suivre et d'interagir entre vous à travers un forum et également avec moi. Il y aura donc des temps de sessions live où vous pourrez poser vos questions et où je vous répondrai. Tout cela s'ancrera à travers des méthodes d'évaluation qui vous permettront au final de recevoir une attestation pour le suivi de l'ensemble de ce MOOC. Je vous dis donc à très bientôt pour ce cours en ligne Archéologie et Bible. Bonsoir à tous et bienvenue à cette 4e conférence du cycle « Se réinventer pour vieillir autrement » où il sera question de réfléchir au lieu de vie innovant pour les seniors. L'Institut universitaire Elie Wiesel est, depuis sa fondation en 2005, un lieu de réflexion, d'enseignement et de recherche sur les grandes questions de la société contemporaine. Nous saluons l'action des associations spécialisées comme l'OSE, comme le Fonds social juif unifié et ce soir, la Fondation Kazip Kojazor avec laquelle nous avons conçu ce projet de conférence et je veux en saluer l'implication de son président, M. Éric de Rothschild. Le vieillissement de la population n'est pas un phénomène nouveau et nous savons que l'augmentation de l'espérance de vie en bonne santé crée une situation inédite. Ces bouleversements nous interrogent encore plus avec cette pandémie. Comment accompagner nos aînés vers un style de vie actif, créatif et optimiste dans une vie riche et significative socialement, intellectuellement et humainement. Nous sommes nombreux à connaître cette situation individuellement car nous la vivons avec nos aînés. Et cette crise sanitaire, entre autres difficultés, a un impact psychologique tant sur nous-mêmes que sur nos aînés concernant cet accompagnement. S'inscrire dans cette réflexion avec la participation de Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée en charge de l'autonomie, dont je veux saluer l'engagement,
et avec tous les experts qui ont accompagné ces conférences est une responsabilité que nous avons vis-à-vis de nos aînés et de leurs proches. Cet événement ce soir illustre parfaitement la réflexion partagée que peuvent avoir le monde universitaire, les pouvoirs publics, le monde associatif, au sein duquel la Fondation Kasip Kojazor joue un rôle privilégié. Je laisse la parole à Monsieur le Président, Éric de Rothschild. Madame le ministre, et surtout, chers amis, je suis particulièrement heureux de présider cette clôture du cycle de conférences sur ce sujet qui est absolument majeur des soins aux personnes âgées. Et je veux féliciter ceux qui l'ont organisé en ce moment qui est particulièrement compliqué, et notamment Laure Politis, qui a toujours su choisir des sujets particulièrement prégnants pour tous les colloques du CASIP qu'elle a organisés. Cette fois-ci, ils se font avec le soutien de l'EQJE et surtout de l'Institut Elie Wiesel, que je veux saluer avec amitié et reconnaissance son président Yves Roas, qui s'est adressé avec vous il y a un instant, et j'ai cette grande reconnaissance pour tout le soutien qu'il nous donne. Il faut bien dire que ce problème de l'hébergement des personnes âgées en perte d'autonomie est incontournable. Vous parliez des personnes âgées il y a un instant qui sont en bonne forme. Ça, c'est pas vraiment un problème. C'est une joie d'avoir des personnes âgées en bonne forme avec vous. Le problème se pose surtout quand les personnes âgées sont en perte d'autonomie. Et comme je le disais, ce problème est incontournable. Et il faut que nous y fassions face avec énergie et imagination, ceci tant pour des raisons humaines que des raisons budgétaires. Chacun connaît les prévisions d'augmentation des personnes de plus de 60 ans et de plus de 80 ans. Pour 80 ans, entre 2020 et 2030, ils vont passer de 2 à 4 millions de personnes. Nous aurons donc dans 10 ans, et je dirais même moins de 10 ans, dans 9 ans, nous aurons 4 millions de personnes de plus de 80 ans. Et ces prévisions ne sont pas des prévisions d'économistes bon-teint comme ça. Elles sont connues, et ces prévisions, car toutes les prévisions d'âge, etc., ces prévisions sont des certitudes. Donc, on est à peu près certain, à quelques centaines de milliers de personnes près, qu'on aura, dans le fond, 4 millions de personnes de plus de 80 ans. Il faut donc, dans le fond, que nous nous préparions à cet avenir en étant inventifs, en étant flexibles, en étant surtout ouverts au changement, et que nous nous adaptions à chaque étape de la dépendance, y compris évidemment le maintien à domicile, et aussi que nous soyons prêts à supporter le coût de ces opérations. Ce colloque, je l'espère, va nous donner matière à réfléchir. Il faut bien dire que dès aujourd'hui, les budgets qui sont alloués aux étapes, et je les connais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, je les connais, je dirais professionnellement, extrêmement bien, car entre le CASIP Kojazor et la Fondation Rothschild, c'est plus de 1500 lits pour personnes âgées en EHPAD que nous sommes amenés à gérer. Et ces budgets qui sont alloués rendent extrêmement difficile le traitement approprié de nos pensionnaires. Et ce, malgré les efforts particulièrement importants que fait tout le personnel de nos établissements, depuis les auxiliaires de vie, les aides-soignantes, l'hôtellerie, la logistique, les infirmières, et j'ajouterai qu'ils font tout cela avec des rémunérations
que je qualifierais un peu avec un certain euphémisme des rémunérations qui sont modestes. Comme chacun le sait, la pandémie a créé en plus un lourd surcroît tant de travail qu'également d'angoisse. Et toutes ces personnes ont fait face avec une abnégation remarquable au travail supplémentaire qu'ils ont eu. Chacun sait que ce travail avec les personnes est difficile. Il est certes gratifiant et chacun sait à quel point ces tâches sont lourdes, tant sur les nerfs que sur le cœur. Je voudrais saluer Brigitte Bourguignon, la ministre déléguée en charge de l'autonomie et qui nous fait l'honneur de sa présence, et je veux la remercier d'être là ce soir, et nous écouterons avec beaucoup d'intérêt son intervention, mais à côté d'elle, nous avons également un grand nombre, je dirais, d'intervenants, tous que je pense apporteront une vision intéressante de ce problème. Mélissa Petit des Mixing Générations, et de Élodie Liobé de Génératio, Alain Villiers, président des Petits Frères des Pauvres, Paul-Alexis Racine-Jourdain, président de cette opération qui s'appelle Cette famille, Alas Madja, médecin interniste et formateur en gérontologie, Marc Cohen, gériatre, Sandra Berthesen, professeure au CNAM et qui a la chaire de gestion santé. Je les remercie particulièrement de leur soutien et, comme je le disais, nous attendons avec beaucoup d'impatience d'entendre leurs réflexions. Je vais donc passer la parole à Dominique Argout, qui nous fait l'honneur d'animer la conférence. Il est doyen de faculté, maître de conférences en sciences de l'éducation à l'Université Paris-Est Créteil, et il est également président du conseil scientifique de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Je lui passe donc la parole et je vous remercie tous d'être là à l'écoute de cet aréopage remarquable de personnes qui sont là ce soir et que je remercie d'avance. Écoutez, Monsieur le Président, merci. Je prends donc la parole pour l'animation, en sachant que, comme vous l'avez dit, il y a un bel aéropage autour de cette table, non pas ronde, mais virtuelle. Donc, même si le sujet est sans doute mon sujet préféré, donc des lieux de vie innovants pour seniors, je m'exprimerai relativement peu, puisque mon rôle ici est plutôt d'animer cette table virtuelle. Mais sachez que c'est un sujet qui effectivement me tient à cœur depuis de nombreuses années et sur lequel j'aurai peut-être l'occasion de réagir et de rebondir. Sans tarder, je donne tout de suite la parole, préséance oblige, à Madame la Ministre, Brigitte Bourguignon, qui nous fait le plaisir d'entamer et qui aura une dizaine de minutes, alors sans doute peu pour tout ce qu'elle a à nous dire, mais c'est en tout cas la contrainte qui vous est imposée. Bonjour, mesdames et messieurs, monsieur le doyen, monsieur le président de l'Institut, mesdames, messieurs. Si Charles Baudelaire nous a invités à reconsidérer la mémoire pour que nos vies ne deviennent pas un cimetière d'émotions, je forme le vœu que les derniers âges de la vie soient encombrés de plus de 1000 souvenirs. Or, ce n'est que trop rarement le cas aujourd'hui, vous le savez. Trop de nos compatriotes sont conduits à passer les derniers mois de leur vie dans des structures dont la crise sanitaire que nous traversons a confirmé l'inadéquation au déterminant central de notre civilisation, qui est, de mon point de vue, la liberté. Cela signifie que nous devons pouvoir garantir le choix de l'environnement dans lequel nous souhaitons vivre les dernières années de notre vie. Vous me direz, c'est un lieu commun. Et nous nous efforçons pourtant d'atteindre cet objectif qui a été posé depuis longtemps, qui a conduit dans la loi Elan, par exemple,
à inscrire le dispositif du forfait habitat inclusif. Mais force est de constater que ce dispositif n'est pas dimensionné au défi de la transition démographique. Pour autant, cette mesure présente le mérite essentiel d'introduire une rupture essentielle dans les approches de l'hébergement des seniors, en solvabilisant une solution de logement et non un besoin d'hébergement. Le forfait inclusif permet de disséminer sur le territoire des initiatives qui sont financées, sous-financées, faisaient trop souvent figure d'expérimentation. Aussi, en matière de lieu de vie, je souhaite que nous outillions les territoires afin qu'ils puissent proposer une réponse graduée à la perte d'autonomie. Mieux, nous savons que nous pouvons retarder la perte d'autonomie en adaptant les logements, en repensant l'urbanisme, le mobilier urbain, en décloisonnant les politiques de proximité dans le champ de la culture, des activités physiques et sportives, pour favoriser un écosystème du vieillissement actif. Cette ambition est exigeante. J'ai pu le constater encore vendredi en me rendant à Dijon avec ma collègue en charge du logement, Emmanuel Vargon. Nous sommes allés à la rencontre d'apporteurs de solutions, d'entrepreneurs qui ont inscrit dans leur feuille de route l'impératif de créer des lieux d'hébergement qui demeurent des lieux de vie. Certains diront, soyons réalistes, les béguinages, les formules innovantes d'hébergement sont trop souvent dispendieuses. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Or, vos travaux montrent que c'est un préjugé, à condition de construire des dispositifs à taille critique. Ce sera l'objet de la réflexion et de la réforme Grand Âge Autonomie que je porterai et que je préfère appréhender d'ailleurs sous l'angle de la transition démographique, que le Parlement examinera probablement dans le courant du premier semestre prochain. Accélérer pour que les solutions innovantes d'hébergement ne restent pas émergentes, si vous me le permettez, pendant 1000 ans. Solvabiliser ces solutions en ouvrant le guichet du Ségur de la santé, doté, je le rappelle, de 2,1 milliards sur 5 ans, à ces solutions respectueuses des âges de la vie. Expertiser en construisant le laboratoire de l'offre de demain qui sera hébergé à la CNSA au premier trimestre de 2021. Je suis ravie d'avoir pu contribuer au début de vos réflexions d'experts et je suis impatiente de vous retrouver dans un autre format qui nous permettra de partager cette ambition commune et de prolonger nos débats. Je vous remercie infiniment. Madame la ministre, nous vous remercions évidemment également pour cette entrée en matière qui nous laisse augurer plein de perspectives avec la loi à venir. Et nous allons tout de suite enchaîner avec, nous avons pléthore d'intervenants de qualité. Je crois même qu'on a sur la thématique en question, en tout cas, les principales personnes qu'il fallait inviter. Donc, bravo, bravo aux organisateurs. Et pour commencer, eh bien, quelqu'un qui, comme moi, est sociologue, qui fait des études qui nous permettent de mieux savoir vers où nous allons, puisque la particularité c'est quand même de cette table ronde, c'est aussi d'avoir une dimension prospective, et je crois que c'est important de ne jamais l'oublier. Hein. Le demain n'est jamais la même chose qu'aujourd'hui, et aujourd'hui n'est pas la même chose qu'hier. Et Mélissa Petit fait depuis de nombreuses années des études, et elle va pouvoir nous éclairer sans doute sur la base de ces études sur les attentes et les réalisations qu'elle a pu explorer au cours de ces dernières années. Mélissa, c'est à toi. Merci beaucoup pour cette introduction, Dominique. Bonjour, plutôt bonsoir à toutes et à tous. J'aurais dû intervenir avec Élodie Liobet, mais elle a une urgence familiale, donc elle s'excuse de ne pas pouvoir être présente. En effet, je trouve que les introductions ont été assez intéressantes et permettent de mettre en perspective la situation actuelle qui est véritablement, il pose en tous les cas dans ce contexte de la longévité, une nécessité d'aller
sur, certes, de l'innovation, mais surtout d'ouvrir des pluralités de modèles. Et donc d'être créatif et surtout de s'appuyer sur, non plus d'une minorité entre le tout domicile et le tout EHPAD, mais d'être dans cette pluralité des possibles. Ce soir, je vais particulièrement évoquer la question de l'EHPAD hors les murs. Et donc, j'ai travaillé sur ce sujet pour Génération Mutualiste et la FNMF en 2018. C'était une étude qui avait pour but de comprendre les enjeux liés au thème de l'EHPAD hors les murs et de comprendre aussi le domicile connecté et pour à la fois, je dirais, faire un état des lieux du sujet, mais aussi un benchmark de certaines expérimentations qui avaient déjà été mises en œuvre en 2018. Il est quand même important de rappeler un peu qu'est-ce que l'EHPAD hors les murs. Ce n'est pas, les individus ne vivent pas dans l'EHPAD, ils vivent chez eux. Et je vais revenir sur ce point-là ultérieurement, mais c'est un point important. Et donc, l'EHPAD hors les murs, c'est aussi la nécessité de proposer un bouquet de services à domicile, de s'appuyer sur un réseau partenarial territorial fort. Donc, ce qui pose aussi la question de la coordination des services de partenariat sur le territoire, de s'appuyer aussi sur les services de soins infirmiers à domicile et les services d'aide à domicile. Mais on propose également dans ces cadres-là une veille constante à distance, une intervention de service à la personne, la mise en service de téléassistance, là aussi la question de la permanence de nuit ou la possibilité d'accéder à une chambre d'EHPAD si besoin, en fait, d'une certaine manière, de proposer des services de l'EHPAD en plus d'une coordination à des individus qui vivent encore chez eux. Alors, depuis 2018, de nombreuses expérimentations ont été lancées, mais ce qui est, je dirais, intéressant, c'est de voir qu'il y a une pluralité de réalités et aussi une pluralité de philosophie. C'est-à-dire que même autour du terme de l'EHPAD hors les murs, les individus ne sont pas tous, en tous les cas, les professionnels ne sont pas tous en accord. On peut utiliser le mot maison de retraite à domicile, l'EHPAD à domicile, l'EHPAD nouvelle génération, plateforme de ressources, etc. Je pourrais en citer d'autres autour de ces manières de dénommer l'EHPAD hors les murs. Mais c'est vraiment cette idée, quand même, une idée commune qui ressort, c'est qu'on est une extension du domaine de l'EHPAD vers le domicile. Dans l'ensemble des actions qui ont pu, des expérimentations qui ont pu être lancées sur ce sujet, moi j'ai fait apparaître 3 approches principales qui peuvent être recensées et qui montrent aussi la pluralité de la manière dont on peut penser le dispositif. La première approche, c'est celle du dispositif de prévention gradué, dont l'objectif va être d'accompagner une stratégie de prévention. Donc, on est vraiment dans cette vision préventive des fragilités liées au grand âge, et puis dans l'accompagnement, certes a posteriori, de la perte d'autonomie. La deuxième approche, c'est le dispositif transitoire vers l'EHPAD physique. On accompagne au final les individus à domicile pour ensuite les amener à transiter en fin de vie vers l'EHPAD. Le dernier point qui est le prolongement de l'EHPAD physique, où là en fait d'une certaine manière on va avoir comme philosophie, parce que c'est important de voir comment en fait les différents dispositifs proposent des philosophies différentes. Eh bien on va répondre aux mêmes besoins et au même accompagnement, sauf qu'on va valoriser et favoriser la fin de vie à domicile. D'une certaine manière, on pourrait dire que c'est une chambre d'EHPAD délocalisée à domicile. Ce qui est important aussi de voir, c'est qu'en parallèle, eh bien, en fonction, on a souvent l'EHPAD qui est porteur et l'EHPAD va devenir un centre de ressources, voire une plateforme de suivi et d'accompagnement. Et donc, ils vont devenir des coordinateurs aussi des services, des professionnels et même un maillage de l'entourage en lien avec ces dispositifs. Et puis avec des nouvelles fonctions. Alors, je sais que ces nouveaux rôles se développent aussi autrement, mais par exemple de care manager, de celui qui va coordonner les soins et les services autour de la personne à domicile. Donc, c'est vraiment aussi, l'EHPAD là devient
un lieu d'organisation, de coordination, d'optimisation des ressources à l'échelle d'un territoire. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on s'ancre dans une logique territoriale, mais qu'il est important aussi de regarder cette logique territoriale parce qu'en fonction des territoires, les propositions et les dispositifs, ou en tous les cas les services présents, ne vont pas être toujours les mêmes. Donc il faudra aussi s'adapter en fonction des territoires ou renforcer l'offre territoriale. Je parlais tout à l'heure du fait qu'on ne vit pas dans un EHPAD hors les murs, on vit en premier lieu chez soi. Et c'est cette importance, je dirais, à redonner à l'individu ou aux individus. On reste chez soi dans un environnement connu et familier. Et donc, de fait, on va bénéficier de services supplémentaires à domicile. Et à travers l'EHPAD hors les murs, on peut aussi... en tous les cas, les individus peuvent avoir ce sentiment de réassurance, de redonner du contrôle, de la maîtrise, en se posant en tant qu'habitant actif. Une des questions qui a été rapidement évoquée par Madame Bourguignon, c'est la question de l'aménagement. Comment on va aussi pouvoir continuer à vivre à domicile, certes avec des services de l'EHPAD à domicile, mais chez soi. Donc, comment on aménage ce logement? Mais aussi, une question qui va être soulevée, c'est comment on va placer le curseur entre une transition de service d'aide à domicile classique vers un dispositif d'aide d'EHPAD à domicile. Comment on va passer de l'un à l'autre et aussi à quel moment? Il y a certains éléments qui peuvent en tous les cas permettre les individus à préférer l'EHPAD à domicile, mais au-delà de préférer, c'est vraiment se dire qu'il est important de créer plusieurs possibilités, plusieurs dispositifs, plusieurs actions d'expérimentation. Tout à l'heure, Paul-Alexis Racine parlera de l'accueil familial, mais l'EHPAD à domicile est aussi une proposition comme le béguinage, et donc de voir véritablement de coller aux demandes, aux besoins des personnes, à leur comportement, et donc à la fois donc de coller à ces besoins et de proposer une offre en adéquation. Là, les avantages, j'ai envie d'appeler ça comme ça, de l'EHPAD à domicile, c'est la notion de chez-soi et de l'inscription de l'individu sur son chez-soi et sur son territoire. La question de l'intimité aussi, qui est encore importante, c'est-à-dire qu'on n'est pas comme dans un EHPAD où on n'a qu'une porte qui parfois nous sépare entre notre chambre et le lieu collectif. Là, la porte physique et symbolique est importante, celle du domicile. Et puis, il y a aussi la question du coût, du reste à charge, qui va être moindre pour l'individu quand il est à domicile, dans cet EHPAD à domicile, plutôt qu'un EHPAD physique. Et puis, un autre élément qui est la question de l'entourage. Comment on va aussi pouvoir s'appuyer sur l'entourage à domicile des personnes âgées, au-delà des professionnels, bien évidemment, et je pense là fortement aux aidants. Pour conclure, on voit bien que c'est, donc, comme je dis, un dispositif parmi d'autres et que la crise sanitaire actuelle révèle l'importance de proposer plusieurs solutions et de proposer des solutions adaptées aux différentes situations des individus. Et donc, de pouvoir réussir à mailler le plus possible différents lieux de vie, différents dispositifs avec les comportements, les désirs et les attentes des individus âgés, aujourd'hui dans le grand âge, en perte d'autonomie, mais aussi demain, les baby-boomers d'aujourd'hui qui se projetteront demain dans cette situation de vie. Merci Mélissa. Merci Mélissa Paty. Donc, vous voyez, à partir d'un seul mot EHPAD à domicile, elle a déroulé le fil, la pelote, et on a vu qu'il y avait des acceptions très diverses qui pouvaient se cacher derrière un mot unique. Et c'est, je crois, la richesse et en même temps la difficulté, puisqu'on est dans des sociétés où parfois on veut se référer à des modèles, et on voit qu'il n'y a pas un modèle, il y a de multiples façons de concevoir cette nouvelle forme qui là est appelée peut-être par facilité EHPAD à domicile. Alors nous allons passer maintenant à Alain Villez, président des Petits Frères des Pauvres, qui lui va pouvoir évidemment nous apporter un témoignage de réalisation concrète, et surtout il va pouvoir nous remettre en perspective un petit peu tout ça, puisque Alain Villez travaille dans le secteur du vieillissement depuis de longues années, et donc il a vu une multitude d'innovations se succéder, et il va nous remettre tout ça en perspective à partir du regard qui est le sien. Oui, merci. Bonjour Madame la Ministre, Monsieur le Président, bonjour à tous et toutes.
Donc mon propos sera centré surtout à partir de l'expérience déjà ancienne, donc de l'association des petits frères des pauvres, qui, comme vous savez, a été créée en 1946 pour lutter contre l'isolement et l'exclusion des personnes âgées. Et donc dans cette longue expérience, donc on a eu effectivement très vite à cœur d'expérimenter des solutions alternatives à ce qui s'imposait trop souvent aux personnes que nous accompagnons à domicile, c'est-à-dire la contrainte de rentrer à l'époque, dans des maisons de retraite médicalisées, pour ne pas dire des hospices d'ailleurs, et puisque c'était aussi la réalité de l'époque, donc et donner donc un peu de corps à cette aspiration exprimée par nombre de personnes accompagnées que nous accompagnons, de pouvoir rester chez elles, mais et aussi de pouvoir, puisque bon nombre d'entre elles avaient rencontré des problèmes de logement en termes d'insalubrité, d'inadaptation, etc., donc de trouver de nouvelles solutions d'hébergement. Donc, c'est dans ce contexte que nous avons été amenés à développer, dès les années 80 d'ailleurs, des solutions nouvelles et notamment des formules qui justement ne s'inscrivaient pas nécessairement dans le champ des établissements sociaux et médico-sociaux, donc, mais qu'on s'appuyait sur des ensembles de logements groupés. D'ailleurs, c'est notre première expérience à Paris, dans la résidence Gauthier-Vandelen, nous avait permis déjà d'expérimenter cette forme de vie pas commune, mais surtout qui s'inscrivait dans un regroupement de vrais logements où les gens étaient chez eux et donc à l'époque pouvaient donc le meubler, accéder aussi évidemment à des services de restauration, mais dans une dimension et dans un mode de vie communautaire et surtout s'inscrivant dans une capacité d'accueil et donc un nombre de logements suffisamment limité pour garantir, puisqu'on était dans l'ordre de la quinzaine de logements, de permettre une véritable inscription dans le quartier, dans le milieu, d'où étaient issues ces personnes que nous accompagnons. Donc c'est aussi à la même époque que nous avons eu l'occasion, plutôt d'ailleurs en milieu rural, d'expérimenter des solutions d'accueil temporaire pour permettre justement à des personnes âgées en milieu rural de passer la saison hivernale, mais au sens large, dans des conditions qui leur permettaient de rester aussi chez elles et de retourner chez elles avec les beaux jours. Donc, c'était effectivement une première formule autour de l'hébergement temporaire. Donc, dans cette recherche, nous avons pu aussi évoluer très rapidement à partir de ces logements groupés sur ce qu'il a été convenu d'appeler ensuite les petites unités de vie, surtout à partir de la loi APA qui les avait reconnues et qui en 2005 a donné un texte qui régissait ce qu'on appelle les petites unités de vie, qui étaient justement des unités d'accueil qui présentaient une offre limitée, une capacité limitée, puisque là c'était moins de 25 places, 24 pour être précis, et qui ont permis d'offrir des solutions à des personnes qui, justement, ne pouvant se maintenir chez elles dans leur domicile strict, pouvaient accéder donc à une forme d'équivalent domicile, mais en bénéficiant de services qui est proportionné à leurs besoins, et d'ailleurs s'appuyant le plus souvent sur les services d'aide et de soins à domicile existants dans la communauté. C'est d'ailleurs dans cette même acception qu'on a pu développer donc ces
enfin développé dans des proportions limitées. Notre but était justement de trouver des solutions originales et nouvelles, non pas de chercher à en promouvoir des unités en nombre important, mais de pouvoir élargir un peu le champ des possibles. Et je crois qu'on a pu, en toute modestie, jouer un rôle important dans la diffusion de ce qui n'a jamais été, qui ne s'est pas imposé véritablement comme un modèle, parce que justement, nous avions à cœur de pouvoir inscrire ça dans des réalités de territoire, dans des réalités locales, et non pas de promouvoir justement un modèle, puisque à l'époque, donc, on était déjà donc avec la diffusion des EHPAD, nous résistions un peu à cette modélisation et à cette unicité des réponses, comme l'a évoqué Mélissa Petit à l'instant dans son propos. Je crois qu'il est excessivement important de nous inscrire dans une dynamique de diversification des solutions d'accueil. Alors, parallèlement, nous avions également entrepris, s'agissant des personnes âgées en situation de très grande précarité, notamment des personnes qui étaient à la rue, on a pu trouver aussi des solutions de pension de famille, qu'on a développé à la fois à Paris et à Marseille, qui permettaient d'accueillir là aussi un nombre réduit d'une petite vingtaine de personnes, voire même moins, pour leur proposer à la fois un logement, et qui était pour elles un retour dans un logement ordinaire, puisque la plupart étant issus de la rue et après avoir été mis à l'abri dans des hôtels ou des formules hôtelières, pouvaient accéder à un logement par le biais de ces pensions de famille, qui ne bénéficient justement que d'un accompagnement par un travailleur, un médiateur social, qui se soucie justement de l'harmonisation de la vie communautaire, mais chacun étant dans son logement là chez soi. Voilà, et donc nous avons aussi finalement été amenés, d'ailleurs fortement inspirés par nos amis du Frères des Pauvres d'Allemagne, qui avaient expérimenté à Berlin des solutions de colocation Alzheimer qui sont beaucoup développées en Allemagne, puisqu'on en compte. Alors on les a, je sais pas si le terme d'ailleurs est très, très joli de résumer en termes de colocation Alzheimer, mais donc d'offrir des solutions justement de colocation, inscrites là bien sûr dans le logement, dans une logique de logement et d'habitat, à des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire en cherchant à promouvoir une réponse aussi bien d'ailleurs pour eux-mêmes que pour leur famille ou leurs conjoints, d'ailleurs dans un certain nombre de cas, qui ne pouvaient absolument plus se maintenir à domicile et qui étaient donc dans une recherche de solutions, mais qui ne les ferait pas basculer dans un univers institutionnel, ne répondant pas à leurs aspirations et ne leur laissant plus aucune place en tant qu'entourage familial, en tant que conjoint. Donc, une recherche de solutions, dans le fond, dans ce couple aidant-aidé. Et c'est à cette logique-là que les colocations Alzheimer répondaient. Donc, c'est dans ce contexte et rencontrant un groupe de personnes âgées et de familles, justement, ayant un parent atteint de maladie d'Alzheimer sur Beauvais, qui étaient en recherche de solutions, que nous avons été appelés à les accompagner dans leurs projets, et en faisant l'acquisition donc d'une maison bourgeoise à Beauvais, dans l'Oise, donc la maison du Til, qu'on a rebaptisée comme telle, donc qui a été acquis par notre fondation, la Fondation des Petits Frères des Pauvres, et qui nous a permis d'offrir donc une solution à 7 personnes âgées qui donc ont trouvé là un accueil, une inscription dans un logement, dans un régime de colocation, donc au sein desquels ils peuvent mener une vie stimulante, bénéficier toujours de la présence et de l'implication très forte dans la vie quotidienne de leur famille, ainsi que d'un réseau de bénévoles des Petits Frères des Pauvres, qui, en complément d'un accompagnement et de l'aide et des soins prodigués par les auxiliaires de vie,
qui se relayent jour et nuit dans la structure, permettre donc à ces personnes de finalement trouver une solution durable dans cet univers et de garder un pied dans un logement, dans une vie stimulante, puisque cette propriété a un jardin. Ils peuvent donc aussi accompagner les travaux dans le potager, mener un peu une vie ordinaire et toujours garder ce lien avec leur famille. Alors c'est vrai que cette solution qu'on a démarrée de façon un peu expérimentale, bon, donc évidemment, dans ces éléments de viabilité économique, bon, s'inscrit parfaitement dans une logique de solvabilisation par d'une part les aides au logement et par ailleurs par l'APA pour la prise en compte, la prise en charge mutualisée donc de cet accompagnement par une auxiliaire de vie sociale et donc la sécurisation jour-nuit qu'elle peut apporter dans cet ensemble. Donc voilà, cette formule, donc aujourd'hui, évidemment, a rencontré, et d'ailleurs on s'y est largement employé à mieux faire reconnaître ce qui était jusqu'alors qu'une expérimentation, qui ne pouvait d'ailleurs se développer qu'avec une implication financière de l'association, pour aider certaines personnes qui n'avaient pas les ressources suffisantes et qui n'étaient pas suffisamment solvabilisées par l'APA, c'est un vrai problème. Donc on a pu militer en créant un collectif qu'on a baptisé Habiter autrement, avec d'autres organismes qui se souciaient, dont certains d'ailleurs, je crois, vont témoigner, pour trouver donc des solutions plus durables et sortir un peu cette expérimentation du ghetto dans lequel souvent on enferme finalement les expérimentations dans le monde médico-social, en leur faisant bénéficier d'un effet vitrine, mais en les privant aussi des moyens de les diffuser plus largement. Donc c'est évidemment dans ce cadre-là que la loi Elan a fini par reconnaître l'habitat inclusif, avec le forfait qui l'accompagne, mais qui là ne permet tout au plus que d'assurer une certaine coordination de l'ensemble des intervenants, que ce soit des bénévoles, des auxiliaires de vie sociale, des familles aussi, une fonction un peu de régulation, d'animation. Donc le fameux forfait habitat inclusif dont parlait Brigitte Bourguignon tout à l'heure dans son propos, et qui donc effectivement a permis de répondre dans un premier temps à ce besoin d'assurer un peu cette fonction de coordination, mais pas dans des proportions suffisantes. Je crois que c'est là aussi, il faut citer tout le compagnonnage, j'allais dire, qu'on a fait avec à la fois Denis Piveteau et Jacques Wolfram dans la réalisation de son rapport « Demain, je pourrais choisir d'habiter avec vous », et qui lui a aussi ouvre sur d'autres solutions, mais qui, je crois, pourront être développées par un autre intervenant tout à l'heure, donc je n'y appesantis pas. Donc voilà un petit parcours que je voulais vous livrer dans les diverses réalisations qui nous ont accompagnés dans l'histoire de l'association, mais avec toujours animé de cette conviction qu'il faut offrir des solutions diversifiées, parce que on ne peut pas imposer un même modèle à tout le monde, et surtout aussi mieux répondre à cette aspiration des personnes âgées, de leur entourage familial aussi, de trouver des solutions où chacun peut continuer à mener sa vie, bénéficier aussi d'une vie plus stimulante et mieux s'inscrire dans la vie quotidienne. Donc c'est cette dynamique-là que nous voulons promouvoir. Alors effectivement, avec le souci aujourd'hui, qu'a exprimé là aussi Madame la Ministre tout à l'heure, c'est que nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, ces formules doivent se développer et sortir de la confidentialité dans laquelle malheureusement elles sont encore enfermées, parce que je crois que ça n'est qu'à ce prix-là qu'on pourra effectivement mieux s'inscrire dans une réponse aux aspirations des personnes âgées, de pouvoir, à défaut peut-être de rester dans leur domicile stricto sensu, au moins de rester dans leur milieu de vie, auprès de leurs proches et dans une implication vie quotidienne. Et enfin, je dirais que nous avons eu le plaisir de constater que justement,
dans la crise sanitaire que nous avons traversée, eh bien que ces formules d'habitat de plus faible capacité, je vais presque dire, résistent peut-être finalement mieux au virus que des formules beaucoup plus lourdes en termes institutionnels et qui se sont sans doute peut-être plus perméables. En tout cas, c'est une des hypothèses qu'on peut promouvoir, peut-être un peu sur cette note d'espoir que je voulais conclure mon propos. Merci. Merci Alain Villez. Alors, évidemment, ce n'est pas un petit parcours, contrairement à ce que tu dis, c'est un grand parcours, puisqu'on a passé en revue toutes les diverses formules qui se sont succédées depuis maintenant plusieurs décennies, regroupement de logements, accueil temporaire, petites unités de vie, pension de famille, colocation pour malades d'Alzheimer, le forfait inclusif, enfin, l'habitat inclusif. Donc, on a passé en revue véritablement des formules très diverses qui sont voulues toujours innovantes pour s'adapter aux besoins. Donc, je te remercie de ce tour d'horizon très complet à travers finalement l'action d'une seule association, même si évidemment ce mouvement s'intégrait dans des logiques plus larges. Je demanderais malgré tout l'intérêt de ce long parcours aux différents orateurs de bien vouloir respecter leur temps de parole qui normalement est de 6 à 7 minutes. Pardon. Voilà, mais c'était très intéressant quand même, et ça valait, je trouve… C'était 7 à 8. Là. Ça valait en tout cas de suivre ce cheminement, je trouve. Et donc maintenant, nous allons passer sur une autre formule dont personne n'a encore parlé jusqu'à présent. La formule de l'accueil familial avec le témoignage de Paul-Alexis Racine-Jourand qui nous parlera de l'association 7 familles. Voilà, je lui donne la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler d'un dispositif qui existe, qui est formalisé et qui est géré notamment par les conseils départementaux, ce qui au passage peut poser un certain nombre d'inégalités sur le territoire, et qui s'appelle l'accueil familial. Donc l'accueil familial, c'est la capacité pour une personne qui est agréée par son conseil départemental d'accueillir chez elle de 1 à 3 personnes âgées ou en situation de handicap. Il y a plusieurs vertus à ce modèle. La première, c'est que la personne qui est accueillie dans un environnement qui est un environnement familial, donc qui est tout à fait naturel et qui va permettre une continuité dans les liens sociaux, dans la capacité que ces personnes ont à organiser leur propre journée. Et là, je rejoins ce que disait M. Villez sur justement l'habitat inclusif. Pour moi, l'accueil familial est un habitat inclusif à part entière, notamment parce qu'il permet aux accueillis d'organiser leur propre journée. Donc effectivement, ils sont accompagnés au quotidien. Il y a une personne qui est donc l'accueillante, qui H24 entretient la personne sur les différents gestes essentiels de la vie du quotidien, les levers, les couchers. Ça n'empêche pas l'intervention d'un service à domicile pour réaliser les actes de soins, mais il y a une personne qui est présente au quotidien, qui accueille chez elle ces 3 personnes âgées maximum, et qui leur permet justement de pouvoir continuer à vivre comme elles ont peut-être toujours vécu, ou en tout cas en famille. D'autres vertus à ce modèle, c'est la sécurité que propose justement l'accueillant familial qui est formé, donc qui reçoit une formation avant de pouvoir accueillir. Et puis, ça permet aussi un lien intergénérationnel qui est assez intéressant puisque on a réalisé une étude durant justement cette phase de confinement et on s'est rendu compte que 41% des accueillants familiaux avaient encore des enfants à domicile, ce qui permet de mixer aussi les générations. Alors, ce qui pour certains est une demande, ce qui pour d'autres ne l'est pas, mais en tout cas, chacun peut choisir l'endroit dans lequel il va pouvoir continuer sa vie. Et justement, c'est ça aussi pour moi l'intérêt fort de l'accueil familial, c'est qu'il y a autant de types d'accueil que de profils d'accueillants. Alors pour vous donner une idée aujourd'hui, cette famille, on regroupe 8000 places sur l'ensemble du territoire. Et j'y vois un autre intérêt, et c'était ce que disait Monsieur le Président Rothschild tout à l'heure, c'est qu'il y a effectivement des structures qui historiquement ont été créées et aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire avec l'accueil familial, c'est de dispatcher, c'est de pouvoir éclater, d'avoir la capacité d'éclater des établissements qui peut-être étaient du collectif vers des petits établissements qui se rapprochent des besoins des personnes. Donc on est dans les bassins de vie et on va essayer de multiplier les solutions proches des besoins
plutôt que de concaténer ou de proposer une solution collective dans lesquelles les gens vont devoir se déplacer. Ce qui pose une question aussi philosophique sur le chez-soi, puisque là, l'intérêt, c'est de pouvoir conserver ces gens justement dans ces personnes que l'on accueille dans leur bassin de vie. Alors, en termes, on m'a également demandé de parler un petit peu des possibilités d'aide financière pour cet accueil. Donc, on va parler effectivement du prix. Aujourd'hui, un accueil familial en France coûte en coût brut 1800 euros et en reste à charge net à peu près 1100 euros. 1100 euros à comparer à un coût en EHPAD moyen qui est d'à peu près 2000 euros. Alors, on n'a pas la même couverture médicale, puisqu'effectivement, dans un EHPAD, il y a un personnel et un professionnel médical qui est là et qui est constamment présent, ce qui n'est pas le cas en accueil familial, mais c'est tout l'intérêt de la formule, c'est de sortir du collectif, sortir de l'EHPAD pour vraiment continuer à vivre comme à la maison. Donc, on a ce reste à charge qui est assez intéressant et qui permet aussi ce dispositif de bénéficier de l'aide sociale à l'hébergement, c'est-à-dire la capacité qu'a le conseil départemental de financer la place à partir du moment où le reste à charge ne peut pas être comblé par la pension de retraite, par exemple. Et donc, c'est une solution qui est totalement solvabilisée par les pouvoirs publics et qui le reconnaissent. Peut-être aussi un autre sujet intéressant, c'est dans le parcours de ces personnes qui accueillent. Dans cette même étude, on a constaté que 65% des personnes qui accueillaient chez elles étaient issues du secteur médico-social. Et en fait, ce sont des personnes qui, pour la plupart, ont eu une première partie de carrière en tant qu'aide à domicile ou aide-soignante, auxiliaire de vie, et qui ne se voyaient comme possibilité d'évolution que de devenir chef de secteur. Pour la faire courte, c'est ça. Donc, au bout de 10 ans de carrière, vous avez des tout petits salaires, vous l'avez dit également tout à l'heure, et votre perspective d'évolution, c'est de devenir chef de secteur. Eh bien, ces gens-là, en devenant accueillants familiales, vont pouvoir gagner plus. Donc, il y a une notion de dignité qui n'est pas neutre. Et puis, ils vont pouvoir aussi continuer leur vocation, celle pour laquelle ils se sont engagés, mais profondément chez eux, à leur rythme, ce qui permet aussi plus de dignité pour les personnes, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, pour les personnes qui sont accueillies, puisque vous êtes dans les mains, entre guillemets, de votre accueillant, mais vous la connaissez bien, vous créez une relation qui fait que ce ne sont pas des gens qui vont tourner, une dizaine de personnes qui vont tourner dans la semaine, là vous avez la même personne avec qui vous allez pouvoir échanger. Donc il y a cet intérêt aussi de la personne qui intervient de pouvoir trouver dans sa carrière une évolution, un continuum dans sa carrière qui n'est pas négligeable. Et puis, pourquoi les gens choisissent l'accueil familial? C'est un autre point que je voulais vous présenter. La première raison, c'est pour la vie en famille et les relations sociales qui sont permis en accueil familial. C'est également le fruit de notre étude. On a interrogé un peu plus de 1000 personnes et 60% nous disent, moi, si j'ai choisi l'accueil familial, c'est pour les relations sociales et c'est pour la vie en famille. La deuxième raison, c'est un refus très net, c'est le refus de la collectivité. Ils disent, moi, je ne souhaite pas vivre en collectivité. Et la troisième raison, qui peut paraître évidente, c'est pour des raisons économiques. On l'a dit tout à l'heure, la solution, le dispositif d'accueil familial est à peu près 2 fois moins cher. Et il y a enfin, et je vais terminer par ça, on a posé une question très ouverte, et je crois que c'est important de le préciser dans cette conférence, c'est qu'on leur a demandé qui a choisi d'aller vivre en accueil familial. Et on a été extrêmement surpris des réponses. Moi, je pensais que c'était la personne elle-même qui s'engageait et qui disait « je choisis l'accueil familial ». La réalité, c'est que ce choix est beaucoup plus complexe. Et on s'est rendu compte qu'à 49%, c'est la famille. 49%, c'est la famille. À 34%, ce sont les professionnels qui ont choisi pour la personne. En tout cas, ça a été perçu comme tel. Et à 15%, seulement 15%, c'est la personne âgée elle-même qui a dit « je veux y aller ». Donc voilà, ça permet juste un peu de relativiser mon intervention. Il y a beaucoup de choses positives, mais encore une fois, le choix de la personne est quand même un sujet, il faut le recentrer. C'est ce que disait la ministre tout à l'heure. Il faut garantir le choix de son environnement pour ces années, ces dernières années de vie. Mais je crois qu'il faut faire remonter ce pourcentage. C'est le cas en accueil familial, on est sur 15%. Je ne sais pas quel est le cas en EHPAD. En tout cas, je pense que c'est bien, c'est important qu'on se pose ces questions et qu'émergent de plus en plus de types d'accueil. Et je crois que l'accueil familial, pas forcément la solution parfaite, mais fait partie des solutions aussi, au même titre que celles qui viennent d'être présentées par l'excellent Alain Videz. Merci. Merci.
Donc voilà, c'est une formule de plus pour cette soirée et nous allons, avec Alain Smag, enchaîner sur encore une autre formule, une formule qu'Alain Villez a un petit peu esquissée, puisqu'effectivement, c'est une forme de colocation que cette Maison des Sages. Je vais donner tout de suite la parole, puisque là, on a une illustration dont il est le promoteur dans les Yvelines, la fameuse Maison des Sages, dont il nous dira peut-être pourquoi elle s'appelle Maison des Sages. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour en particulier à Marc Cohen et Dominique Argout, parce que en réfléchissant au temps qui passe, je me disais que ça faisait à peu près 20 à 25 ans qu'on discutait sur la création éventuelle de colocation Alzheimer, et donc ça illustre le fait que c'est assez long au départ et que peut-être ça sera un petit peu moins long à se disséminer comme l'espérait Alain Villez. Alors, je rends aussi un hommage particulier à Alain Villez en tant que représentant des Petits Frères des Pauvres, parce que toute l'histoire de notre colocation Alzheimer, je ne vais pas en dire plus sur cette colocation, Alain Villez a tout dit, hein, c'est-à-dire il y a 8 personnes accompagnées 24 heures sur 24 par des auxiliaires de vie, simplement des auxiliaires de vie, avec une coordinatrice, régulatrice, animatrice de la vie sociale, seul élément pris en charge dans le cadre de ce qu'on appelle encore le forfait de l'habitat inclusif. Alors, ce qui est très important, c'est qu'en fait, cette maison est très, très insérée dans la commune. Alors, c'est sûr que les activités qu'on avait en commun avec les activités pour les personnes âgées de la commune, bon, ça a explosé au moment du Covid. Le rôle des familles est aussi extrêmement important. On réunit les familles au moins une fois tous les 3 mois. Et j'ai découvert avec stupéfaction, en particulier pendant le confinement, le rôle extrêmement essentiel à leur publicité non payée d'un WhatsApp commun avec les familles, les auxiliaires de vie et le milieu extérieur, qui a constitué un échange d'informations extrêmement important. Alors, je voudrais quand même revenir sur l'histoire pour rendre un hommage aux Petits Frères des Pauvres. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai découvert ce type de colocation en 2006 en allant justement à une réunion de préfiguration à la Fondation des Petits Frères des Pauvres de l'habitat de Beauvais. Donc, finalement, c'est normal qu'il y ait une continuité. Et donc, à cette réunion, j'ai rencontré Klaus Pawletko, donc qui est sociologue quand même, et qui portait les premières colocations Alzheimer en Allemagne. Donc, j'ai été voir Klaus Pawletko pour lui demander comment il faisait. J'en ai visité une et je me suis dit, c'est pas la peine d'inventer l'eau chaude, il suffit de refaire à peu près ce que font les Allemands. Bon, et donc, je n'ai pas inventé le modèle. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est quand j'ai demandé à Klaus Pawletko où lui, il avait trouvé l'origine du modèle, il m'a dit, ce n'est pas difficile, c'est en France en fait. Hein. C'est les premiers cantons de Cossonel qui ensuite ont donné les petites unités de vie. Mais par contre, en tant que sociologue, il m'a donné un conseil extrêmement important. Il m'a dit, voilà, si tu fais des cantons dans des institutions, à ce moment-là, c'est l'institution qui dominera le canton. Donc, si tu veux garder l'idéologie des premiers cantons, ceux de Cossonel, il ne faut pas les faire dans une institution, il faut les disséminer dans la ville. Et donc, voilà, on a tenu compte de cette idée pour créer la Maison des Sages de Buc. Alors, je vais quand même dire un tout petit mot, parce que c'est justifié du budget. Alors, effectivement, nous, notre principe, c'est de ne pas être plus cher qu'un EHPAD associatif du même territoire, avec l'idée de dire on peut faire un peu mieux que cet EHPAD associatif du même territoire. On tient la route à ce niveau-là au niveau économique, grâce à quelque chose qu'a oublié Alain Villez, mais qui à mon avis est important, hein, c'est grâce au crédit d'impôt, hein, puisque ce crédit d'impôt est important et permet aux familles de solvabiliser une grande partie de la partie salariat des auxiliaires de vie, hein, en particulier quand les personnes ont ce qu'on appelle la carte mobilité inclusion. Grosso modo, leur crédit d'impôt, c'est la moitié de 20 000 euros, donc 10 000 euros, donc plus de 800 euros par mois. Donc, en combinant finalement l'APA, éventuellement les aides au logement et éventuellement le crédit d'impôt, on arrive à ne pas être plus cher qu'un EHPAD associatif. La problématique, c'est qu'effectivement, ce type de dispositif, contrairement aux familles d'accueil, ne bénéficie pas
pour le moment de la possibilité d'aide sociale. Avec ces grandes discussions, l'aide sociale doit-elle être à la place ou l'aide sociale doit être attribuée à la personne de façon à ce qu'elle puisse avoir un libre choix pour entrer dans tel ou tel dispositif. Je dirais deux derniers mots. Premier mot, la traversée de la crise du Covid. Nous avons traversé le premier confinement de façon assez joyeuse, sans aucun problème. Et lors de la deuxième vague, nous avons été directement confrontés au Covid, hein, avec pas mal de contaminations à l'intérieur de la colocation. D'abord, j'étais moi contaminé. Ensuite, nous avons eu sur 8 colocataires, 6 colocataires contaminés et 4 auxiliaires de vie. On a géré ça d'une façon assez originale dans la mesure où les familles s'étaient engagées avec nous. Lorsque un colocataire était positif, à ce moment-là, il était isolé, non pas à l'intérieur de la colocation, ce qui était strictement impossible, mais il retournait dans sa famille pendant 7 jours et ensuite il revenait dans la colocation. Et les familles s'y étaient engagées et ça a été parfaitement réalisé. On a eu une seule problématique grave ayant nécessité l'hospitalisation chez notre doyen de 92 ans qui était un des piliers de la colocation et qui est malheureusement décédé à l'hôpital. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on a répondu à un appel d'offres d'une étude de la CNSA qui va étudier sur 4 habitats inclusifs comment vous avez traversé le Covid avec le cabinet encore des sociologues d'Hémicité. Et la deuxième chose sur laquelle moi je voudrais insister, c'est effectivement comment disséminer. Et j'ai bien apprécié ce que disait Alain Villès, c'est-à-dire finalement il ne faut pas créer un modèle et puis à partir de ce modèle se mettre à le dupliquer. Hein, voilà. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il faut plutôt adopter le modèle allemand, c'est-à-dire beaucoup d'initiatives locales, accompagnées éventuellement par un organisme de support, de conseil, mais en tout cas pas un modèle unique avec une institution qui imposerait d'en haut forcément une normalisation de chacune de ces colocations, alors que finalement l'histoire de chacune de ces colocations est particulière, l'histoire des familles est particulière, l'histoire des auxiliaires de vie est particulière, et donc chaque maison doit garder une histoire particulière. Voilà, j'ai essayé de tenir. Voilà. C'est parfait, parfait, parfait. Et très intéressant aussi sur ce témoignage qui nous permet de voir l'intérêt d'une telle formule, alors, permis effectivement par la petite taille et par l'intégration dans le tissu social environnant. Et puis, effectivement, bon, ce n'était pas forcément un thème de la soirée, mais la question de la gestion du Covid paraît effectivement être très en lien finalement avec toutes ces formes innovantes où on montre que ça génère, même quand le virus est là, puisque manifestement, ça ne protège pas à 100% contre le virus, mais la manière de le gérer, en tout cas, permet des choses tout à fait intéressantes, me semble-t-il. Nous continuons notre tour de table avec Marc Cohen, gériatre, qui là aussi réfléchit sur ces questions d'habitat groupé et accompagné depuis de longues années, et qui va pouvoir nous faire part de son témoignage et de ses réflexions. Ah, on ne vous entend pas, il faut appuyer sur le micro. Voilà. Merci de me donner la parole. Effectivement, comme le disait Alain, je suis aussi très reconnaissant et de retrouver les petits frères des pauvres avec lesquels on a fait un grand chemin, et en particulier pour les malades d'Alzheimer, on a pu expérimenter avec eux les premiers séjours pour malades d'Alzheimer en séjour vacances, qu'on appelait séjour de répit à l'époque. Et finalement, ça nous a donné aussi une bonne expérience sur la vie en communauté des personnes âgées. Sauf que ces personnes se connaissaient et donc ça facilite énormément les choses. Elles vivaient et elles ne demandent qu'à continuer à vivre ensemble. Donc ça, c'est quand même un enseignement important. Alors, en ce qui nous concerne, nous avons répondu à 2 appels à manifestation d'intérêt de l'ARS et nous avons obtenu donc 2 projets. L'un qui a commencé, ça fait 2 mois à Sarcelles, donc un habitat inclusif qui se fait en partenariat avec la Caisse
des dépôts et des consignations, qui est donc un bailleur social, et nous allons travailler dans un petit territoire avec un petit nombre d'immeubles, mais où il y a quand même beaucoup de personnes qui y habitent. Et l'idée, c'est qu'on nous a donné l'équivalent de 10 forfaits inclusifs qui vont nous permettre d'animer un projet de vie pour des personnes qui sont en perte d'autonomie. Nous allons travailler beaucoup, d'une part, avec les gardiens qui connaissent très très bien cette population dans ces logements sociaux où les personnes habitent depuis très très longtemps, où elles vieillissent plus ou moins bien finalement pour de multiples raisons. Et nous allons travailler avec les partenaires que nous avons, puisque nous sommes par exemple à Sarcelles installés avec un accueil de jour depuis 5 ans, et nous sommes donc en étroite relation avec les services de soins, les services culturels, les bénévoles, le milieu associatif. Et ça, c'est un tissu qui va nous permettre de travailler ensemble. Mais j'ai beaucoup aimé l'intervention, enfin, l'information donnée par Paul Elixir à 6 jours sur le fait qu'il ne faut pas croire que les gens vont se précipiter. Hein. C'est-à-dire que ce que les gens souhaitent, c'est vivre de manière autonome, en bonne santé, jusqu'à la fin de leur jour, c'est-à-dire jusqu'au jour de leur mort. Et tous ces projets que nous avons et qui sont finalement liés à l'expérience que nous avons depuis de très nombreuses années de la vie d'une personne en perte d'autonomie jusqu'à la fin de ses jours, c'est vrai qu'il y a cette vision du professionnel, mais la réalité est totalement différente, et c'est pour ça, en tout cas nous, en ce qui concerne notre association OSER, nous pensons qu'il n'y a que 15% des personnes âgées et qui pourront être intéressées, en tout cas qui vont le choisir. Et je pense aussi qu'il va falloir un temps sur le plan culturel pour bien essayer toutes ces formules. Parce qu'effectivement, tous les avantages ont été déjà énoncés, c'est-à-dire que là, dans cette expérience que nous avons, ils ne vont pas vivre de manière collective, chacun vit chez soi et le bailleur participe au projet en mettant un lieu qui est à la disposition de toutes ces personnes qui participent au programme Habitat Inclusif, et il y a un animateur qui est là surtout pour effectivement faire émerger un projet de vie entre ces 10 personnes, puisque là nous avons choisi 10 personnes, et surtout, on ne sait pas ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est le choix que nous avons fait, c'est que cet animateur est en lien avec un réseau d'accompagnement médico-social et socio-culturel. C'est-à-dire qu'il n'a pas à traiter les gens, mais c'est quand même une personne qui est vigilante, et si elle a observé que quelqu'un est en difficulté, qu'elle soit sociale ou qu'elle soit médico-sociale ou autre, ou d'isolement, eh bien, elle le signale dans une réunion de travail que nous avons avec tous les partenaires qui contribuons au mieux vivre de toutes ces personnes pour que, eh bien, en fonction du besoin, nous mettions le service ou nous engagions le service qui doit traiter le problème. Donc, cette idée, c'est de partir de ce qui est le plus proche de la vie normale de la personne. Elle n'a rien à changer. Elle a simplement à désirer, hein, c'est quand même énorme, à désirer avoir un projet commun, à désirer faire quelque chose. Donc on a commencé, là c'était dans le 95, ça fait 2 mois, et nous allons maintenant commencer avec la Fondation Rothschild dans un parc aussi d'habitat social dans le 12e arrondissement, où nous venons d'obtenir donc cette possibilité. Et là aussi, ce seront 10 familles qui nous ont déjà été signalées, puisqu'on a préparé ce projet avec le gardien. Et ce que nous espérons, c'est pouvoir faire vivre quelque chose qu'il va ensuite, et c'est pourquoi l'intervention de notre ministre est très importante, toutes les personnes qui sont là d'ailleurs et qui font partie de ce collectif Habiter Autrement, nous militons pour qu'il y ait une possibilité pour ces projets de se faire quand même à grande échelle, et donc qu'il y ait un forfait habitat inclusif qui soit donné à chacun pour que chacun puisse participer, choisir le type d'habitat qu'il souhaite, soit un habitat collectif, soit plus un habitat individuel, mais il va vivre avec une collectivité. Et l'idée, c'est aussi au départ de rompre l'isolement de la personne, qui pour nous est une façon de faire de la prévention, et ensuite, c'est ça que la loi Elan nous donne et que nous n'avions pas auparavant, la possibilité pour les associations d'organiser les choses jusqu'à la fin de vie.
Donc, vous avez deux choses. Il y a une partie qui est très, très importante, qui est d'exister socialement, hein, de ne pas disparaître dans l'anonymat. Et la seconde, c'est de préparer avec les acteurs médico-sociaux, mais aussi les acteurs de la vie, c'est-à-dire tout ce qui permet aujourd'hui de faire de la culture à domicile pour ceux qui ne peuvent plus sortir, eh bien, avec tous ces acteurs, de réussir un projet de vie. Mais je ne sais pas, on n'en est qu'au début, je ne peux pas vous en dire plus. Vous ne pouvez pas nous en dire plus, mais je crois que ça suffisait pour nous donner l'eau à la bouche, en tout cas, c'est-à-dire nous montrer que sur le secteur du vieillissement, il peut y avoir de l'enthousiasme et d'innovation. Et moi, je reprends la phrase que vous avez utilisée, qui me paraît à ne pas oublier à l'heure où on technicise de plus en plus les choses. Il faut partir de la vie normale de la personne. Ça paraît finalement très simple, mais comme vous le savez vous-même et tous ceux autour de la table, c'est aussi quelque chose de très, très compliqué au fil de l'âge, mais je crois qu'il ne faut pas perdre cette boussole en quelque sorte, hein, qui fera aussi que les formules proposées pourront trouver sans doute plus facilement chaussure à leurs pieds, parce qu'elle répondra véritablement aux besoins des gens. Nous arrivons sur la fin de notre table virtuelle, comme vous voulez. Et nous allons rentrer maintenant peut-être un peu plus dans le dur, si vous me permettez l'expression, avec Sandra Bertheusen, qui est professeure au CNAM et qui va nous parler d'un enjeu important, alors, qui a été un petit peu sous-jacent finalement à toutes les interventions, à savoir la question du financement, hein, puisque chacun a essayé dans son intervention de dire comment tout ça pouvait fonctionner, hein, que pouvait être financé sans laisser un reste à charge trop important qui ferait que la formule, finalement, toute innovante soit-elle, n'aurait plus guère d'intérêt. Et donc, Sandra Bertheusen va nous faire une sorte de tour d'horizon, là aussi, du mode de financement des structures à but non lucratif pour les personnes âgées. Merci beaucoup, bonsoir. Madame la ministre, bonsoir. Monsieur de Rothschild, bonsoir. Monsieur Rouas, bonsoir à tous, messieurs, mesdames. Alors, j'avais envie de vous parler du financement de toutes ces initiatives. Alors, passer après tous ces beaux exemples, ça n'est pas aisé. Il faut rendre hommage quand même, avant de parler du financement, à vos initiatives qui sont tout à fait remarquables et qui donnent envie de s'engager toujours plus pour nos aînés et pour les aidants. Alors, le financement, c'est toujours une question délicate parce qu'on pense d'abord à combien va coûter le travail autour de la personne âgée avant de se demander ce que le travail autour de la personne âgée peut rapporter à la société. Et c'est peut-être aussi ça que la crise nous invite à changer aussi. Hein. C'est notre regard sur le financement des établissements, des innovations telles que vous les portez, hein, au sein de services de petites unités comme vous les décrivez, mais c'est aussi un autre regard sur le travail de manière générale. En particulier lorsqu'on parle de la grande dépendance, de la perte d'autonomie de manière générale. Alors, c'est quand même curieux de le dire comme ça, parce que quand on regarde tous les rapports de l'OCDE de ces dernières années, et y compris l'un des derniers de l'OMS qui traite précisément de ce sujet, tous ces rapports expliquent que le travail des personnes qui se rapportent à la santé, donc pas seulement les professionnels de la médecine ou les professionnels du soin, les auxiliaires de vie dont on a parlé, les animateurs, etc., font partie de ces professions-là. Tous ces rapports sont d'accord pour dire qu'investir dans ce type d'emploi, c'est un gage de croissance économique inclusive. Donc, ça nous donne aussi le côté positif du financement. Se dire que lorsqu'on investit dans ce type d'emploi, on investit aussi sur l'avenir de notre pays. Et pourtant, quand on regarde, vous voyez, c'est toujours un peu l'autre côté qui nous ramène vers la question des coûts et du financement, c'est que quand on regarde un petit peu comment sont valorisés les financements chez nous, quand on regarde comment ça se passe au niveau de notre pays, on parle par exemple pour le médico-social en particulier, on parle de l'objectif global de dépenses, mais on ne parle jamais de richesse. Alors, si on part du principe vraiment que les personnes qui contribuent à améliorer la santé, y compris celle de nos aînés,
est un investissement porteur pour la croissance de notre pays. Alors peut-être qu'il faut moderniser les systèmes de financement en ayant cette vision-là. Et l'une des pistes de cette rénovation serait sans doute de considérer le travail, les personnels, comme un véritable capital humain à valoriser. Or, c'est quand même pas tout à fait ce que nous faisons. Hein. À l'heure actuelle, alors mes travaux sont en sciences de gestion, hein, je ne suis pas sociologue, hein, mais on se rend compte que le travail est considéré comme un coût. On parle du coût de l'heure de travail, mais on ne valorise pas combien rapporte une heure de travail. Hein. Les indicateurs financiers exigés par la tutelle, proposés par les comptables, ne permettent pas encore de valoriser cela. Ça n'est pas impossible, hein. Entendez bien que c'est tout à fait possible. Simplement, il faudrait que, apposé à vos initiatives, on puisse montrer non pas combien ça coûte, mais combien ça rapporte à la société. Et ensuite aux organisations de manière générale. Hein. C'est tout à fait possible de le faire. Miser sur le capital humain, on le sait, c'est miser sur la performance qui est à la fois économique et sociale. Ce ne sont pas du tout deux phénomènes qui s'opposent, ils sont bel et bien deux phénomènes complètement articulés l'un à l'autre qui vont présumer de la performance d'une organisation, y compris hein, d'une association. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Là, différents travaux ont montré que les difficultés qui sont subies par les équipes auprès des personnes âgées, mais ça peut être vrai aussi à l'hôpital. Hein. Le temps que l'on perd à rechercher des matériels que l'on ne trouve pas, le temps que l'on perd à essayer de trouver un remplaçant, parce qu'on sait le coût, le poids de l'absentéisme au sein du secteur. Le temps que l'on perd à essayer de doubler, de former les nouvelles personnes qui sont accueillies, mais pas seulement cela, hein, ça peut être aussi des produits qui sont gaspillés parce qu'on a mal intégré une procédure de travail, parce qu'on a mal écouté le résident, la personne âgée ou ses proches. Bref, les travaux nous montrent que toutes ces difficultés qui sont subies par les équipes génèrent une multitude de coûts cachés. Vous voyez bien que, rien qu'avec les exemples que je vous ai donnés, les coûts sont bel et bien cachés. Hein, les temps perdus ne sont pas du tout valorisés en comptabilité. Pourtant, ces coûts cachés peuvent aller jusqu'à 30 000 € par an et par professionnel, quel que soit le niveau de qualification du professionnel. C'est dire les montants colossaux que l'on peut gaspiller à cause de dysfonctionnements que l'on pourrait réduire plus vite si on les valorisait davantage. Parce qu'à l'inverse, finalement, travailler sur la qualité, sur l'innovation telle que vous l'apportez, travailler sur les besoins et les attentes des personnes âgées et de leurs proches, eh bien, c'est cela innover. C'est cela proposer des services innovants, sauf que ça a un coût, ce temps qui est mobilisé. Mais si ce temps qui est mobilisé pour innover et pour améliorer la qualité n'est pas valorisé financièrement par nos tutelles, eh bien, vous voyez qu'il y a quelque chose qui cloche. D'un côté, on est poussé, on a envie d'innover, on a envie d'améliorer les accompagnements et les prises en charge, mais d'un autre côté, c'est complètement transparent. On y est complètement aveugle d'un point de vue économique. Or, ça crée de la richesse. Ça crée une véritable richesse. Et être aveugle à cela, eh bien, c'est être aveugle à la fois aux résultats immédiats que l'on pourrait avoir en travaillant sur l'amélioration de la qualité et sur l'innovation, qui nous pousse d'ailleurs à créer de la richesse à plus long terme. Miser sur le capital humain, c'est à la fois miser sur l'amélioration à très court terme et aussi sur l'innovation à plus long terme. Et c'est peut-être le moment de se demander comment intégrer des indicateurs de valorisation de ce capital immatériel pour que nos tutelles n'y soient pas aveugles. Miser sur le capital immatériel et en particulier humain, ça signifie aussi valoriser, montrer la qualité du travail des équipes. Ça veut dire que l'on va vraiment pointer les efforts qui sont réalisés par les équipes. Par exemple, un établissement qui fait l'effort de développer un service à domicile.
qui va beaucoup plus loin en se disant ça ne suffit pas, inspirons-nous de ce qui se passe en France et dans le secteur associatif en particulier, développons un EHPAD à domicile bienveillant. Les équipes y travaillent pendant une année. Comment est-on récompensé pour l'effort fourni? Rien n'est prévu automatiquement de ce point de vue-là dans les financements. Que vous fassiez des efforts pour l'innovation ou pour la qualité, une fois de plus, ça demeure complètement transparent. Or, une fois de plus, ça n'est pas neutre en termes de performance. Donc, s'intéresser au capital humain, s'intéresser au capital immatériel de manière générale, c'est s'intéresser au travail qui est fourni par les équipes, par les personnes qui s'engagent dans ce type de projet. Et donc, c'est aussi valoriser le travail, c'est faire montre aussi de reconnaissance. Avec la crise que nous traversons, on peut se demander si ce n'est pas d'autant plus le moment de s'intéresser à ce type d'indicateurs, parce que sans changement, la lassitude des professionnels, des soignants de manière générale, pourrait prendre le pas sur la résilience et nuire à ce fameux care dont on parle très souvent, mais qu'on néglige, faute de moyens, faute de temps, comme on le dit bien souvent. Travailler sur ce type d'indicateurs, c'est aussi les mettre en lumière pour montrer la valeur du care, pour montrer le temps dont on a besoin, montrer que le temps que l'on passe auprès des résidents, le temps que l'on passe à travailler sur des projets innovants, eh bien, c'est porteur de croissance, c'est porteur de performance économique et une fois de plus de performance sociale. C'est vraiment un rôle décisif que peut avoir le capital humain dans le secteur médico-social, parce que tous ces actifs immatériels vont interagir au bénéfice de tous. Si vous voulez, la richesse, elle est produite, donc schématiquement, on innove, c'est une forme de richesse. Elle produit à son tour ce qu'il a elle-même produit, des compétences, de l'innovation, mais c'est aussi de la solidarité, c'est vieillir en meilleure santé, c'est avoir moins d'absentéisme de la part des auxiliaires de vie, c'est avoir envie d'investir et d'attirer des dons dans ce type d'organisation. C'est une image qui se crée. Vous voyez, c'est un enchaînement tout à fait positif. On est dans une récursion tout à fait vertueuse. Donc, on est une fois de plus dans une vision qui combine le court terme, les résultats immédiats, avec une vision de plus long terme. Il semblerait que travailler aussi de cette manière, avec ce type d'indicateur, ça puisse éclairer des décisions à la fois politiques, mais aussi managériales. Identifier les actifs qui créent du potentiel pour mieux évaluer la rentabilité de projets innovants. On parle beaucoup d'expérience patient dans les hôpitaux, mais l'expérience résident existe aussi. L'introduction des outils de e-santé, l'anticipation de toutes les crises, etc., peuvent passer par ce type de valorisation. En tout cas, il ne faut pas y rester aveugle. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire ce soir. Et je vous remercie, nous vous remercions, puisque finalement, même si votre propos était sans doute plus spécifique que ceux qui présentaient des expériences, des lieux innovants, il n'empêche que le type d'approche que vous avez développé, notamment la notion de capital humain, s'inscrit dans la même philosophie, si je peux l'appeler comme ça, ou en tout cas dans la même ligne, qui consiste aussi à donner un petit peu du sens à l'action. Et c'est quelque chose sans doute que cette soirée nous aura permis de mettre en évidence. Et je crois qu'on en a besoin puisque le contexte actuel, en tout cas sur le secteur du vieillissement, des EHPAD de manière plus particulière, est quand même marqué par des difficultés, il ne faut pas se leurrer. Il y a eu un travail d'enquête qui a été réalisé par la Fondation de manière à recueillir la manière dont les gens voient les choses. Et globalement, qu'il s'agisse des professionnels confrontés au vieillissement, ou qu'il s'agisse des familles ou des personnes âgées elles-mêmes, c'est pas forcément quelque chose de toujours réjouissant. Il y a des difficultés au quotidien dans le travail, manque de personnel, salaire parfois modeste, difficultés pour accéder à un service de qualité, etc. Et je crois que dans ce contexte, que certains appellent également des pas de bashing, c'est une expression qu'on trouve parfois,
la soirée de ce soir et le thème m'a permis au contraire de montrer qu'il y avait une grande effervescence et qu'il y avait un dynamisme qui était un petit peu en contrepoint finalement. Et je trouve que c'est important de ne pas le perdre de vue. Il y a des choses qui se font, des choses variées, des choses diverses, qui sans doute sont plus en phase avec les aspirations, parce que ça, on en a peu parlé, Mélissa Petit l'a un petit peu évoqué, mais je crois que s'il y a des innovations qui sont portées par vous autres, qui étiez présents ici, les diverses associations ou personnes présentes, il y a aussi du côté des personnes elles-mêmes, des personnes vieillissantes, une force d'innovation au sens où elles seront encore plus demain demandeuses d'un autre type d'accompagnement. Et je crois que c'est cette rencontre-là, on va dire, entre une force créatrice et une demande qui est en évolution, des besoins des personnes, simplement, qui demain ne seront pas les mêmes, parce que des choses comme la revendication du chez-soi, qui a été mentionnée, la revendication de l'autonomie également, de pouvoir vivre tant bien que mal au fur et à mesure de l'âge, eh bien, c'est des choses pour lesquelles il va falloir trouver et trouver des réponses qui aient du sens. Et c'était, me semble-t-il, le point commun de tous ceux qui ont pris la parole ce soir. Et je crois que c'est sur cette note positive qui évidemment ne clôt pas la réflexion, puisque ça ouvre au contraire, je trouve, la voie pour d'autres personnes qui voudraient se greffer à tous ces collectifs et tous ces pionniers qui expérimentent au quotidien. Mais en tout cas, c'est un bel élan positif, je trouve, dans un univers qui est généralement plutôt marqué par des représentations plutôt négatives, des représentations dominées par les problèmes. Mais il y a moyen manifestement de les surmonter et de retrouver du sens dans tout ça. Donc maintenant, nous arrivons sans doute sur la fin de cette table ronde, donc je vais laisser la parole évidemment aux organisateurs, puisque vous le savez, cette conférence de ce soir s'inscrivait dans un cycle de conférences, c'était la 4e, et donc les 2 fondations organisatrices arrivent sur le terme de ce processus, et j'espère que tout le monde aura été satisfait de toutes ces idées, toutes ces réflexions qui auront été évoquées au cours de ces conférences. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces interventions. Je voudrais conclure en fait ce cycle qui est effectivement un cycle de 4 conférences qui a pu se tenir grâce à notre partenaire l'ECUJ. Donc merci infiniment de nous avoir aidé à monter ce formidable cycle de conférences. Je voudrais remercier Laure Politis, qui est très discrète, mais qui a organisé ces conférences, voilà, on va voir, et qui, chaque année, nous permet en fait de proposer des colloques d'un très très bon niveau, comme vous avez certainement pu le remarquer ce soir et les autres soirs. Laure dirige, je suis désolée, il y a de l'écho, voilà, ça ira mieux. Voilà. Laure Politis dirige le CEPRO. Le CEPRO, c'est le Centre d'études et de prospective, parce que effectivement, on ne peut pas prétendre accompagner des personnes fragiles sans remettre en question régulièrement nos méthodes de travail, sans étudier quels sont les besoins de ces personnes, et puis sans confronter nos différents points de vue, comme on l'a fait ce soir et comme on l'a fait au cours des 3 autres conférences. Et je voudrais pointer aussi quelque chose qu'a fait Laure, qui a été de donner la parole, bien sûr, à des personnes politiques, bien sûr, à un nombre d'experts sur le sujet, mais aussi à des familles, mais aussi à des résidents. Et soit directement en ayant donné la parole lors de la précédente conférence, soit en les interrogeant à travers un questionnaire qui avait été soumis et qui a été extrêmement riche et extrêmement émouvant à la conférence du mois dernier. Le CEPRO a été créé il y a 2 ans pour permettre de mener ces réflexions et aussi pour permettre de publier un certain nombre d'études qui sont menées par elle, en fait, et accompagnées d'un certain nombre d'experts. Alors, ça se termine.
Donc, bien sûr, merci à tous les intervenants de votre participation. Et je voudrais vous donner rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau, alors soit colloque dans le magnifique amphithéâtre du CNAM, soit avec notre partenaire, ça sera fonction de la pandémie et peut-être les deux, on verra. Et peut-être, si je puis proposer alors, de travailler sur la participation pleine et entière des personnes que l'on accompagne à leur propre projet. C'est une thématique qui n'est pas facile à traiter. On a eu beaucoup d'experts autour de la table. Je pense qu'il faut aussi qu'on arrive à donner la parole beaucoup plus aux personnes que l'on accompagne. Et quelle que soit leur fragilité, que ce soit un problème de dépendance, que ce soit un problème de handicap, que ce soit une problématique de précarité, puisque ce sont les publics que nous accompagnons tout au long de l'année. Voilà, donc je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour un nouvel épisode, soit un cycle de conférences, soit un nouveau colloque. Merci beaucoup et très très bonne soirée. Quelques mots simplement pour évidemment remercier Laure Politis de ce formidable cadeau d'avoir impliqué l'Institut Elie Wiesel et les CUGE dans ce cycle de conférences. Cadeau parce que l'Institut Wiesel travaille essentiellement dans le champ des sciences humaines il y a évidemment un point commun dans ce que nous avons mené pendant ces 4 conférences, c'est cette dynamique interdisciplinaire qui enrichit la pensée, la réflexion et l'action. Et je dois vous dire à vous, les experts du monde universitaire, les professionnels et les responsables d'associations, que vous accompagner pendant ces 4 conférences a été une expérience extrêmement enrichissante pour un institut comme le nôtre qui découvre ces champs-là et pour lequel nous envisageons évidemment de poursuivre cette réflexion tant sur le champ de l'éthique que sur d'autres aspects qui sont en lien avec les questions que vous soulevez les uns et les autres. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous qui avez participé à cet événement. Et puis, je me permets également de saluer tous nos spectateurs nombreux qui ont suivi ce cycle pour leur rappeler également que l'ensemble des 4 conférences sont accessibles en replay sur les pages Facebook du CASIB Cojazor, de la Fondation, de l'ECUGE et également sur YouTube. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier toutes et tous. Merci et bonne soirée. Au revoir. Au revoir.